Focus aujourd'hui sur la finance solidaire. Elle séduit de plus en plus les épargnants français. L'encours de l'épargne solidaire a atteint un record de 24,5 milliards d'euros en 2021 selon une étude de l'association FAIR. Investir dans une épargne au service des entreprises ou produits financiers à finalité sociale ou environnementale plaît de plus en plus, donc c'est indéniable. Et pourtant, sur la totalité des épargnants, ils ne sont finalement que très peu à investir sur des fonds labellisés, faute peut-être aussi de fonds labellisés véritablement et efficacement engagés dans la transition écologique. On en parle aujourd'hui avec notre invité Julien Niquet, président d'Epsor, spécialiste en épargne salariale. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine qui dévoile donc, je le disais en préambule de cette émission, une étude portant sur plus de 800 fonds d'investissement français. Julien Niquet, quel était l'objectif de cette étude que vous avez conduit justement sur ces fonds d'investissement en France ? Alors l'objectif de l'étude était assez simple, c'était de comprendre ce qu'il y avait précisément dans les fonds, les supports de placement qui sont proposés aux Français et d'essayer de faire un comparatif entre l'impact sur l'impact environnemental des fonds, qu'ils soient labellisés ISR, qu'ils soient labellisés SFDR 9 ou Greenfin, ou qu'ils ne soient pas labellisés, pour essayer de matérialiser finalement la différence d'impact entre un fonds labellisé et un fonds non labellisé pour un épargnant. Et bien vous allez tout nous expliquer d'ailleurs, ce qu'est exactement un fonds labellisé. Je le disais, est-ce que vous aussi, Julien Niquet, vous constatez ce décalage entre appétence des Français donc, pour les fonds labellisés et les investissements réalisés par eux sur ces fonds ? Voilà, est-ce qu'il y a un décalage là-dessus ? Il y a un léger décalage. Ce décalage, en fait, il est présent parce que les fonds labellisés ne sont pas forcément toujours si accessibles que ça. Ça dépend aussi. Nous, par exemple, on travaille sur l'épargne salariale et retraite, et donc ça dépend de l'accessibilité des fonds labellisés via le dispositif de l'entreprise. Donc, si l'entreprise n'en propose pas nécessairement, le salarié ne peut pas investir dedans. Et puis après, il y a aussi une question par rapport, les encours d'épargne sont concentrés aussi sur, il y a 80% de l'épargne est concentrée sur 20% des gens qui la détiennent. Et donc la question, c'est aussi la question de l'appétence et où est l'appétence pour ce sujet. Pour revenir sur ce mot d'accessibilité, donc faute de fonds proposés, on va dire, c'est ce que vous disiez par les entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres freins aussi qui les rendent un peu inaccessibles auprès des épargnants français aujourd'hui, ces fonds labellisés ? En l'occurrence, on considère que l'un des sujets, c'est de donner aussi plus d'informations aux salariés, à l'épargnant, en l'occurrence chez nous, aux salariés via l'épargne salariale et l'épargne retraite, mais à l'épargnant sur ce sur quoi il investit réellement. Oui. Et aussi une vraie compréhension, une vraie transparence sur l'impact d'un fonds labellisé ou non labellisé pour être capable en fait de se dire je saute le pas et j'y vais et en fait je vais comprendre la différence avec un fonds traditionnel. C'était l'objet aussi un peu de cette étude, donner plus de transparence sur ces fonds labellisés. Est-ce qu'ils doutent, une autre question aussi qui me vient, Julien Niquet, est-ce qu'ils doutent de la rentabilité de ces fonds labellisés, les Français aussi peut-être ? Ça fait partie des questions en fait, qui sont régulièrement posées. Ils ont aussi besoin d'être rassurés par rapport à ça, d'avoir des chiffres sur justement la différence de performance entre des fonds labellisés et des fonds non labellisés sur la durée. Et en l'occurrence, nous, quand on leur montre les différences qui sont extrêmement minces et qui sont même parfois à l'avantage des fonds labellisés en fonction évidemment en fonction des périodes de marché, pour le coup, c'est quelque chose qui rassure et qui vient favoriser en tout cas l'investissement sur de l'épargne responsable auprès des épargnants. Alors dites-nous, quels critères aujourd'hui permettent de déterminer qu'un fonds est labellisé ? Comment ça marche ? Alors c'est justement bien là que le bât blesse. Ce qu'on démontre dans l'étude, c'est justement toute le système de notation, comment les critères ? Le label ISR, c'est un label qui est relativement permissif, en fait, qui donne un taux minimum de 10% à partir d'entreprises qui vont respecter certains critères, mais qui vont être très, très, très laxistes sur des critères sociétaux, environnementaux, de gouvernance de l'entreprise. Et si le fonds a une proportion d'entreprises qui respectent ces critères, du coup, le fonds peut demander à être labellisé ISR. Et en fait, c'est un sujet qu'on avait déjà relevé dans notre précédente étude l'année dernière et qu'on souligne encore cette fois-ci, c'est qu'en fait, le label ISR, aujourd'hui, c'est un label qui est trop permissif, qui, du coup, perd un peu de sa crédibilité. Il y a un rapport de l'Inspection générale des finances, d'ailleurs, qui, l'année dernière, est sorti sur le sujet, qui vient bien pointer du doigt, comme on avait pu le faire l'année dernière, qui vient pointer du doigt, justement, le risque de perte forte de crédibilité de ce label s'il n'est pas profondément réformé, et il est en train d'être réformé en ce moment. Donc Julien Niquet, ce que vous nous dites, c'est que quand on investit dans un fonds labellisé, finalement on peut aussi se retrouver à investir sur des entreprises où
voilà, qui ne sont pas forcément très vertes, très durables. Exactement. En fait, c'est bien le sujet, c'est bien l'un des problèmes qu'on souligne, c'est qu'aujourd'hui, le label ISR, il fait une promesse en fait Ouais. à l'épargnant. Il fait une promesse d'investir. Et si on va sur le site du label ISR, c'est même assez drôle presque. Il donne le sentiment qu'on investit dans un nouveau monde, dans un monde qui serait éloigné du monde traditionnel des entreprises historiques. Voilà, on a l'impression qu'on investit dans un nouveau monde. J'ai l'habitude de dire dans les pâquerettes et les éoliennes. C'est pas vrai. En l'occurrence, c'est pas le cas. On parle de transition environnementale, on parle de transition, et donc qui dit parler de transition veut dire qu'on investit bien dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, et on est sur un monde qui est censé être en transition. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce label ISR, il ne retranscrit pas ça. Et donc, il y a un vrai sentiment quand les salariés, ou en tout cas chez nous les salariés, mais quand les épargnants ont accès à l'information sur ce qu'ils financent réellement sur le label ISR, il y a souvent à ce moment-là un petit choc pour les épargnants. Mais comment justement vous expliquez ce package un peu avec des entreprises plus vertueuses que d'autres, on va dire est-ce qu'on touche encore à ce que je disais tout à l'heure sur la rentabilité? C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir que des fonds labellisés 100% à impact, 100% engagés dans la transition écologique, parce qu'il faut cet équilibre-là avec encore des activités malheureusement un peu plus peut-être polluantes. Voilà, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a un enjeu de rentabilité aussi derrière pour les entreprises. Alors non, c'est pas forcément que un sujet de rentabilité. Le fait est que en fait des fonds labellisés ou non labellisés, ils investissent dans des sociétés cotées. Donc par principe, le terrain de jeu d'un support de placement, il est limité dans le temps. Et donc la profondeur dépend des sociétés qui sont cotées aujourd'hui. Et des sociétés qui sont cotées aujourd'hui peuvent investir dans des solutions vertes, peuvent participer fortement à la transition écologique, à des enjeux sociaux ou sociétaux assez importants. Mais la question, c'est la taille de ces capitalisations au regard des encours qui sont déjà collectés dans les fonds d'épargne responsable. Et donc, un gérant, il a la nécessité aussi d'aller chercher un minimum de performance, puis d'investir finalement ce qu'il collecte. Et donc, il investit dans les entreprises qui sont cotées. Et ça, c'est une limite qui amène à un moment à avoir, à retrouver beaucoup d'entreprises du CAC 40 dans des fonds labellisés. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Julien Niquet. On va donner quelques exemples pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, quelles sont les entreprises les plus représentées, vous, en tout cas, dans les fonds que vous avez dévoilés dans cette étude? En fait, ce qu'on dévoile dans l'étude, c'est il y a deux enseignements qui sont quand même assez intéressants. En fait, dans les fonds labellisés, au sens large, donc ISR et autres labels, on constate qu'il y a donc 80% d'entre eux des entreprises qui financent qui sont sur les énergies fossiles, qui sont présentes en portefeuille. Donc ça, c'est un élément qui est assez surprenant et qui vient, en tout cas quand nous on le donne à nos épargnants, qui choque un peu. En fait, ils ne s'attendent pas à trouver ça parce que justement il y a ce label qui est présent, et donc ils sont surpris de cet élément-là. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut clairement pointer du doigt. Quand on pense fonds labellisés, en effet, on ne pense pas secteur ou entreprise d'énergie fossile. On ne pense pas pétrole, on ne pense pas charbon, on n'imagine pas ça, et on nous donne le sentiment qu'on est très éloigné de ça. En fait, c'est aussi ça le sujet, c'est que d'un point de vue du marketing, très souvent, on va promouvoir un fonds comme si, et on l'entend sur beaucoup de matinales, dans les pubs des matinales le matin, des banques, on promet de financer un autre monde. En l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est un des enseignements qui est particulièrement important. Et ensuite, ce qu'on constate aussi, c'est que 50% des entreprises représentées dans les fonds labellisés et non labellisés sont communes. Donc on voit bien qu'on est en grande majorité en train d'investir parfois sur les mêmes entreprises, sur les mêmes actions, sur les mêmes émetteurs. Et donc ça montre bien que on n'est pas en train de, on est en train de parler de deux écosystèmes qui sont complètement liés, qui sont pas différents. Donnez-nous quelques exemples de grosses entreprises qui arrivent un peu dans le top 10 de cette étude aujourd'hui, pour qu'on ait des idées de secteur aussi. Bien sûr. Par les grosses capitalisations. Très marquant, parce que c'est le cas de Total Energy qui est souvent qui suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions. Mais en fait, on voit que par exemple Total Energy est dans le top 3 des fonds non labellisés en termes de présence dans le portefeuille. Il est en numéro 6 dans les fonds labellisés. Donc on voit qu'il n'y a pas un écart qui est très très important entre les deux. Et on passe sur,
faire une transition sur ce sujet. Si on regarde les fonds qui sont labellisés SFDR 9, qui sont une nouvelle réglementation européenne qui est beaucoup plus restrictive et que nous on juge particulièrement qualitative, il arrive en 16e position. Donc on voit quand même qu'il y a un vrai écart sur ce sujet-là, aussi parce que on est dans ces cas-là sur des fonds qui ont un engagement beaucoup plus fort sur ces sujets. Et donc, vous parliez, donc il y aurait une espèce de frilosité un peu évidemment des épargnants à aller investir sur des entreprises qui, en effet, sur le papier, pourraient faire peur ? Oui, en fait, le sujet, c'est et nous, on plaide... On pense greenwashing, voilà, Exactement. on se dit... On pense greenwashing, en fait, c'est surtout du point de vue de l'épargnant, il ne s'attend pas, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il ne s'attend pas en majorité à trouver ces entreprises-là. Certains épargnants nous disent on n'est pas choqués. En revanche, ils aimeraient le savoir. C'est-à-dire que c'est ça aussi le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'accès à l'information, la transparence sur ces sujets-là de la part des fonds pour aussi être capable de comprendre dans quoi on investit. On a régulièrement des salariés qui nous disent moi j'ai accès à un fonds d'épargne responsable, quand je regarde à l'intérieur, je suis investi dans mon top 5 sur BNP, Total Energy, LVMH. Est-ce que est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est nécessairement ça? Ou est-ce que ça peut être d'autres entreprises? Est-ce que c'est possible? Et donc oui, c'est possible. Et ce qu'on constate dans notre étude, c'est qu'il y a des fonds qui sont quand même plus engagés que d'autres sur ces sujets, sur le sujet environnemental, mais aussi sur les sujets sociaux et sociétaux. Sur les 800, combien ont véritablement obtenu des très bonnes notes? On est à moins de 10%. Ouais. On est à moins de 10% qui sont particulièrement engagés chez nous. Et on voit que c'est sur certaines sociétés de gestion plus marqué, parce qu'il y a des sociétés de gestion qui sont aussi particulièrement engagées sur ces sujets-là et pas de façon opportuniste ou pas de façon récente, mais qui sont engagées depuis longtemps sur le sujet et qui se démarquent dans ce type de classement. Qu'est-ce que vous proposeriez aujourd'hui pour accélérer justement la tendance, inciter davantage les Français à faire confiance à ces fonds-là, à les pousser? Alors nous, on plaide pour plusieurs choses. On plaide d'abord pour aller assez loin dans la refonte du label ISR, pour clarifier un petit peu la position. On voit qu'aujourd'hui, il y a des débats en ce moment sur est-ce que le label ISR doit aller jusqu'à l'exclusion de certains secteurs. Nous, en tout cas, on y serait relativement favorable, ou en tout cas, si ce n'est pas exclu, il faut que ce soit clairement explicité. Je fais souvent le parallèle chez nos clients entre... je vais investir de l'argent dans un support de placement et je vais acheter ma bouteille de lait au supermarché. Aujourd'hui, je vais acheter ma bouteille de lait au supermarché, j'ai un Nutri-Score, je sais d'où le lait provient et j'ai accès aux composants du lait, j'ai accès aux composants, aux ingrédients de la bouteille. Et c'est exactement la même chose quand il s'agit d'investir dans un support de placement. Aujourd'hui, on a fait les choses de façon parfois réglementaire et technique, ce qui fait que personne ne lit ces documents et personne ne les regarde parce qu'ils sont assez incompréhensibles. Il y a un fameux document qui s'appelle « Document d'information clé pour l'investisseur » que personne ne regarde, personne ne lit. Mais le sujet, c'est de donner une information claire et lisible. Et ça fait partie des chantiers importants de ce que doit faire le label ISR. C'est si on vient, enfin en tout cas si un label d'État vient mettre un tampon sur un fonds, de s'assurer de la qualité qui est derrière avec un petit peu plus d'informations que ce qu'il y a aujourd'hui. Et on va terminer sur cette proposition. Merci beaucoup Julien Diquet d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le président d'Epsor. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, d'avoir parlé avec nous. Épargne solidaire. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.